On dirait Mélenchon. Très bien, voilà, parfait. Je vous remercie. Bon, comme il est d'usage, mais très sincèrement, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir convié à participer à ces journées consacrées aux a priori de la recherche et notamment au droit. Et j'exprime mon regret de ne pas pouvoir être avec vous à Nice ce jour pour des raisons logistiques et de calendrier. Alors je souhaiterais, dans les 20 minutes qui me sont accordées à cette fin, questionner au sens premier ce qu'on appelle le droit français du patrimoine culturel comme une entité, peut-être une entité conceptuelle. Mais plutôt que de pointer quelques impensés éparses ici ou là dans ce champ, je souhaiterais me saisir de ce paradigme même du patrimoine culturel comme il est appelé par la pratique, comme il est appelé par la doctrine. Mais on remarquera ici qu'il n'est pas nommé ainsi par le code, afin de remettre sur le métier tout notre cadre de réflexion, tous les éléments liminaires à une réflexion. Cette ambition nous semble pouvoir être satisfaite en saisissant cet objet patrimoine culturel depuis 2 points d'accroche. Tout d'abord en interrogeant la notion même de patrimoine culturel, et plus particulièrement celle de patrimoine éminemment équivoque et qui vient résonner aux oreilles d'un juriste, d'autant plus que, comme je viens de le souligner, notre code ne s'est pas vu honorer de l'épithète culturelle. Ensuite, on pourrait également tenter de dépasser une pseudo-évidence des vertus de la conservation qui semble modeler toute la matière du droit du patrimoine culturel depuis la loi cadre de 1913 sur les monuments historiques, conception dont on a souvent du mal à saisir si elle est le moyen ou la fin du droit français en la matière. Cependant, faute de temps, j'aborderai quasi exclusivement le premier aspect, celui du patrimoine culturel. Je réserverai la deuxième partie, la version écrite des actes du colloque, et parce que en saisissant cette notion de patrimoine culturel et en la relisant au regard de l'idée de patrimoine pour les juristes, j'ai finalement découvert tous les a priori qu'il y avait derrière l'expression même qu'on prenait pour une évidence. Ainsi, pour un juriste, donc, de quel patrimoine culturel envisager la transmission, ce sera ma première partie, et puis nous envisagerons dans une seconde partie les conceptions innommées qui me semblent apparaître derrière une telle titulature. Grand 1, quel patrimoine culturel à transmettre ? Et tout d'abord, explorons un petit peu les racines juridiques et linguistiques autour du mot patrimoine. Les relations entre le patrimoine, notion mère du droit civil, et le patrimoine culturel, apparu plus tardivement, ne sont pas simples à démêler. Alors nous n'en ferons pas une généalogie historique, là encore faute de temps, mais l'un et l'autre renvoient fondamentalement à un processus de transmission, à une relation forte entre les personnes et les choses. Ils relèvent tout autant du registre de l'être que celui de l'avoir. Il y a dans la théorie civiliste l'idée d'un lien indéfectible entre la personne et son patrimoine, et tout étudiant en L1 le sait, le patrimoine est, si ce n'est un concept, au moins une notion de droit privé, une systématisation juridique aux origines germaniques, adaptée au droit français par Robriero à la fin du XIXe siècle, qui donne au bien une universalité et une titularité personnalisée à des fins d'efficacité. On peut identifier, me semble-t-il, les prémices de l'articulation des deux expressions de patrimoine au sens commun et de patrimoine culturel, renvoyant à ce même cardinal, sous la Révolution, lorsque s'impose l'idée d'une propriété collective des biens devenue propriété nationale. Le législateur mettant quelquefois en parallèle le patrimoine de famille d'un côté et le patrimoine de la nation constitué des monuments, livres et autres œuvres d'art déclarées propriété nationale de l'autre. C'est donc bien à la force du symbole de l'héritage et sa nécessaire transmission que vient s'arrimer le droit du patrimoine culturel pour définir et faire évoluer son objet depuis, ses méthodes et ses techniques. On retrouve, me semble-t-il, cette idée de transmission de génération en génération dans le terme anglo-saxon équivalent de cultural heritage. Néanmoins, pour le civiliste, le patrimoine est une masse mouvante dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés et où tous les éléments futurs sont appelés à rentrer. Par l'acceptation même de la notion de patrimonialité, on va postuler une évaluation pécuniaire, une cessibilité onéreuse possible et une transmission à cause de mort. Cette idée de transmission qui se trouve aussi originellement dans la conception publiciste du patrimoine culturel comme un patrimoine de la nation apparaît notamment dans les premiers actes juridiques de la Constituante du 2 octobre 1789,
où elle avait mis les biens du clergé à la disposition de la nation en s'appuyant sur leurs valeurs culturelles. Suivirent ceux des immigrés, puis ceux de la couronne. Ainsi, si la valeur du patrimoine, du trésor culturel, comme on l'appelle, ainsi échu au peuple entier, est avant tout économique, les responsables adoptent immédiatement pour la désigner et la générer à la fois un concept plutôt privatiste et propriétaire et une métaphore successorale. Pour citer les historiens de l'art Bablon et Chastel, sous la Convention, je cite, « Le sens du patrimoine, c'est-à-dire des biens fondamentaux inaliénables, s'étend pour la première fois en France aux œuvres d'art, tantôt en fonction des valeurs traditionnelles qui s'y attachent et qui les expliquent, tantôt au nom de ce sentiment nouveau d'un lien commun et d'une richesse morale de la nation tout entière qui va survivre aux contemporains. » Classiquement encore, convoquons ici Victor Hugo, qui dans sa Guerre aux démolisseurs écrivit en 1825, je cite, « Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que de le détruire. » Dès lors, la nation tout entière est pensée comme responsable de son patrimoine. Les intérêts privés cèdent le pas devant cette exigence. La propriété privée, conçue comme un absolu par les légistes, connaît des atteintes et des limitations réelles qui ne cesseront de ce fait de se multiplier dans notre champ au nom à minima d'un usus publicus. Les biens patrimoniaux, objets de sollicitude des pouvoirs publics, se multiplieront eux aussi à partir de l'émergence du droit des monuments historiques, notamment en 1887, puis ensuite aux archives, aux manuscrits, aux livres et périodiques, jusqu'aux artefacts issus de fouilles archéologiques, aux partitions musicales, orgues, vitraux, etc. Il en résulte que le patrimoine recouvre aujourd'hui un ensemble fluctuant d'objets matériels, mais aussi immatériels, qui n'apparaît ni comme une classe d'objets organisés, ni comme une catégorie intellectuelle normalisée. Plus doctrinalement, la tentation de, si ce n'est définir, au moins de borner le patrimoine culturel en l'opposant à l'alternative du patrimoine naturel ne ferait que reprendre l'opposition occidentale et stérile nature-culture dont Philippe Descola a bien montré l'aporie. En outre, si en dépit des distinctions quant aux intérêts à protéger, la notion de, quand on la met unifiée, patrimoine culturel et naturel unifierait le régime de protection en limitant de la même façon l'absolutisme d'un droit de propriété au nom d'un intérêt général, l'ensemble, comme la supposée summa divisio subséquente, ne correspond à aucune définition précise et n'entraîne surtout à elle seule pas l'application d'un régime juridique déterminé. Son essence est encore plus discutable, car si le patrimoine naturel est généralement considéré comme résultant des forces supposées de la nature sans l'intervention de l'homme, il est souvent difficile d'isoler une nature pure sur laquelle l'homme ne serait jamais intervenu pour l'organiser, pour répartir les champs, les haies, les espaces boisés. Nos forêts ne sont que des constructions spontanées, culturelles, en tout cas en métropole. Il ne peut finalement être maintenu entre l'environnement et le patrimoine culturel qu'une fausse opposition, là où la complémentarité et l'interpénétration sont de mise. Le juriste l'observe d'ailleurs à la lumière de la Convention UNESCO du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui, s'il distingue les deux types de patrimoine, favorise leur unité dans la protection, notamment en proposant cette notion de paysage culturel et les intègre dans une méta-notion, une méta-catégorie, celle de patrimoine mondial qui serait l'azimut de protection de l'ensemble. Plus encore, soyons tout à fait lucides quant aux déterminants de ces notions, aux déterminants légitimants, car si le patrimoine naturel et le patrimoine culturel ne sont évidemment pas réductibles à leur simple beauté, les deux notions renvoient bien à une anthropologie esthétique, y compris tendue en filigrane de toute notre législation, qu'il faudrait sans doute éclairer à d'autres endroits. Ensuite, qu'est-ce que voudrait dire un code du patrimoine? En effet, pour en revenir au texte, issu d'une ordonnance du 20 février 2004, le code du patrimoine a rassemblé dans un corpus unique toutes les grandes lois relatives au droit du patrimoine culturel, depuis la loi séminale du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Celui-ci s'ouvre par un article liminaire qui définit le patrimoine au sens du présent code, à savoir ce qu'on nomme de manière générique le patrimoine culturel, et il s'articule ensuite avec un livre premier contenant toutes les dispositions communes à l'ensemble de ce patrimoine culturel, et le code le dit cette fois-ci explicitement, c'est-à-dire les mesures générales d'identification de protection, les modalités d'acquisition,
le dépôt légal et les grandes institutions publiques relatives aux missions de service public du patrimoine. S'en suivent ensuite une série de 6 livres thématiques, soit dans l'ordre les archives, les bibliothèques, les musées, l'archéologie, les monuments historiques et les sites, et le petit dernier, un livre consacré aux Outre-mer. Mais le Code du patrimoine adopté en 2004 exacerbe ainsi cet enchevêtrement entre patrimoine culturel et patrimoine au sens du droit civil, à première vue clairement posté du côté de l'avoir et donc du droit des biens. Au sens de l'article L1 de ce code, en effet, sont considérés comme patrimoine, je cite, l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Autrement dit, le recours à la catégorie de patrimoine ne semble pas avoir d'utilité autre que de désigner de manière commode, par un seul et même terme, une série hétérogène de biens présentant un certain intérêt culturel, sans s'attaquer à cette définition conceptuelle d'un patrimoine culturel. Ce sentiment d'un intérêt finalement tout relatif du recours à la catégorie juridique de patrimoine est accru par le fait que le Code n'attache aucun régime juridique propre à cette qualification. Il se contente de coiffer de ce mot de patrimoine l'ensemble des dispositions de protection déployées dans les différents livres. Revenons donc au titre même de Code du patrimoine. Par cet emprunt civiliste, pour ce qui constitue pourtant un code majoritairement de droit public, bien que cette affirmation pourrait être elle-même discutée, l'art du vocable mis au service de la sécurité juridique pourrait être mis en péril. La victime serait dans l'hypothèse le terme de patrimoine pour les juristes et les coupables, les rédacteurs de normes, d'ailleurs encouragés ici et là par la doctrine à une véritable extension métonymique, à une largesse sémantique délétère, pourtant assez étrangère à l'amour de la précision et du juste mot cher aux juristes. La professeure Jacqueline Morand-de-Villers s'en était d'ailleurs émue il y a quelques années dans un édito à la revue de droit administratif. Je cite : « Un usage immodéré de cette notion de patrimoine, emporté par un effet de mode, est en train de lui faire perdre son sens premier, sa spécificité et son intelligibilité en droit public même d'ailleurs. » Fin de citation. Oui, le patrimoine pour un juriste ne doit pas seulement être une commode condensation d'usage. L'absence même de l'adjectif culturel dans la titulature du code maître de notre matière, comme la difficulté à consacrer une notion générique et autonome de patrimoine culturel, doit bien nous questionner. Cela n'a pas d'effet que sur l'affaiblissement de la notion de droit privé ou de droit public, en tout cas d'un certain délayage dans les réalités plus étatiques aux contours incertains. Outre cela, depuis 20 ans, on assiste en outre à un abus d'emploi du terme qui tente à qualifier de patrimoine l'ensemble des biens publics sans distinction. La cause évidente est cette frénésie qui, pour réparer les outrages d'une gestion nonchalante des biens domaniaux, s'est lancée dans une politique dite de valorisation économique, dont on se demande souvent ce qu'elle valorise, si ce n'est les incuries de l'État protecteur du patrimoine et la disette des crédits nécessaires à l'entretien de ce patrimoine de tous. Les personnes publiques propriétaires et gestionnaires sont en tout cas incitées à s'inspirer des méthodes du milieu économique privé afin de tirer le meilleur parti, sinon profit de leurs biens, en jouant sur cette double signification du mot patrimoine. La patrimonialisation au sens économique s'infiltre ainsi partout et d'une globalisation de la gestion, on glisse sans s'en apercevoir vers une globalisation du contenu. Tous les biens publics deviennent des patrimoines publics. Prudent, le Conseil d'État n'a d'ailleurs pas adopté cette transgression. La Cour de cassation préfère également continuer à mentionner la patrimonialité sans céder à cette mode de la patrimonialisation. Le signifiant, pour utiliser une expression de Saussure, n'en sort pas moins ébranlé et troublé dans ce qui est signifié par cette substitution sémantique. Celle-ci, sans le dire, l'air de rien, conduit peu à peu à un renversement des fins de la notion, notamment relativement à la montée en puissance des supposés impératifs économiques de développement des, je cite toujours, ressources propres, fin de citation, des institutions, et procède plus généralement d'un véritable renversement des ordres de légitimation entre le droit et les notions capitalistes. On le voit tout au long de notre code du patrimoine culturel, notamment depuis une réforme du 10 juillet 2000 sur les trésors nationaux, ce que Alain Supiot a remarqué dans de nombreux travaux, et comme nous sommes à Nice, cela avait été évidemment dégagé par Gérard Farjat bien plus tôt. Ne croyons pas à la dynamique anodine. Cette irruption de la double conception de la patrimonialité derrière ce mot de patrimoine est parallèlement également croissante dans le code de l'environnement. Je ne développe pas, mais la
la dynamique est identique. Notre code, qui relève des patrimoines culturels, est ainsi non seulement pas culturel, mais un code du patrimoine tout court. Question de forme, diront certains, oui, mais la forme est toujours maîtresse du fond. Lorsque l'expression est utilisée de manière emblématique et incantatoire, lier l'expression de patrimoine à des biens communs, au commun, diront plutôt les auteurs aujourd'hui, et même sans doute d'une certaine manière au bien commun, dont on a tendance à l'oublier un petit peu, à quelque chose d'éminemment émotionnel, y compris pour le chercheur en droit du patrimoine culturel, dont l'a priori est évidemment celui de la nécessité de conservation. Si l'on admet la banalisation et la généralisation du terme, ne doit-on donc pas changer l'intitulé du Code du patrimoine au profit d'un Code du patrimoine culturel ? L'intérêt de cette précision serait de respecter la fonction de la préservation et de la transmission de ces biens d'exception, d'une intégration qui pourrait devenir une assimilation avec des biens plus ordinaires, voués quant à eux à une circulation rapide, souvent économique, à des logiques de flux. Pourquoi même ne pas aller plus loin et envisager un code du patrimoine culturel et naturel, ce qui est le cas dans d'autres pays, d'autres législations. Cette requalification dissiperait l'équivoque, ferait gagner en intelligibilité de nos droits et renforcerait symboliquement, mais certainement axiologiquement, la protection juridique de ces biens, pas comme les autres, parés d'un intérêt culturel juridiquement protégé, pour reprendre l'expression de Marie Cornu. Envisageons maintenant plus rapidement les conceptions innommées derrière cette titulature même du Code du patrimoine, avec tout d'abord un véritable modèle propriétaire et la difficulté de la définition angulaire du patrimoine. Tout d'abord, la révélation d'un modèle propriétaire. Si l'institution d'une filiation symbolique depuis le droit civil n'a pas été formulée explicitement par le législateur au début des années 2000, voire même pensée comme telle pour certains, le fait même de l'endosser, alors que rien n'excluait une dénomination propre aux biens culturels et donc à un code du patrimoine culturel, clairement distancié du droit civil, incarne précisément ce qu'est un a priori. On sait également qu'entre la rue de Valois, celle du ministère de la Culture, et la place Vendôme, celle de la Justice, et même entre les bureaux eux-mêmes, le débat fut animé sur ce point. Et le choix a finalement été fait de retenir un qualificatif d'apparence générique. Emprunté au modèle civiliste de patrimoine, c'est ainsi endosser un modèle exclusiviste de la propriété à régler en cas de tension par un arbitrage. L'intérêt culturel ne fait pas que modeler une propriété singulière, sous suggestion publique, avec un halo de servitude pour un État qui imposerait sa puissance souveraine sur ces choses qui relèveraient d'un certain commun. Derrière cela se cache, nous l'avons esquissé plus avant, cette conviction constamment réfrénée, mais qui revient systématiquement, que ces choses culturelles sont à tous. Cette conviction est une revendication juridique en soi, mais qui peine pourtant à être prise au sérieux, y compris dans les choix de vocables. On dit du patrimoine culturel qu'il est à tout le monde, à la nation, à l'humanité. Pourtant, à l'exception du droit international, souvent pris des faits directs, il n'y a là que déclaration d'intention, belle métaphore, mais pas de vérité juridique de droit interne. L'exclusivisme domine toujours. La théorie du droit, notamment sous la plume de François Host en Belgique, veut mobiliser des modèles de pluripropriation, voire de transpropriation, amenant à considérer des droits réels sur les choses artistiques comme des faisceaux d'intérêt sur ce qui est plus grand que nous, comme applicable tant au patrimoine culturel d'ailleurs qu'au patrimoine naturel. Mais revenons aux origines. Raymond Sayel n'écrivait pas autre chose quand il proposait, pour reprendre son expression, une propriété artistique fort distincte de la propriété privative et exclusive de l'article 544 du Code civil, et qui lui semblait plutôt devoir recouvrer une parenté avec les propriétés coutumières où cohabitent simultanément plusieurs droits. Ces réflexions sociales s'inscrivaient alors dans un contexte plus général d'émergence des théories du droit social, cher à Duguy, et s'agissant plus spécifiquement de la propriété, de la reconnaissance d'une fonction sociale de la propriété qui ne saurait être ramenée au seul pouvoir souverain du propriétaire sur sa chose. Au fond, le droit du patrimoine culturel, plus qu'une organisation juridique de la puissance publique, au nom de la protection de l'intérêt général, dévoile certainement plus fondamentalement, de manière plus ou moins à droite, ce que sont des droits collectifs sur ces choses extraordinaires. Comme le souligna toujours Marie Cornu dans une analyse de l'objet patrimoine avec Noé Wagner, en recourant aux catégories vétustes de la pensée juridique, je cite, pour utiliser une expression de Gurvitch, le patrimoine, en signifiant ce qu'il signifie malgré lui, témoigne au quotidien du dépassement même de la conception de la propriété. Autour du patrimoine s'articule en tout état de cause un niveau de proximité extrême
l'idée d'une propriété de tous, ce qui appartient à une personne publique, n'est pas approprié par un individu en particulier, et sa négation potentielle, ce qui appartient à une personne publique n'appartient pas aux individus, même pris tous ensemble. Finalement, qu'est-ce que le patrimoine culturel au sens du présent code, cette pierre angulaire de l'article L1? À l'étude individuelle et détaillée des dispositions, il ne paraît pas certain que la mise en relation subtile et innommée entre patrimoine culturel et patrimoine au sens du droit civil fonctionne pleinement. On observe en effet que l'enchâssement dans le droit des biens, c'est-à-dire en somme la réduction du patrimoine à un simple ensemble de biens dont le critère distinctif serait l'intérêt culturel, imprime une certaine direction de travail. D'une façon quelque peu paradoxale, ce chemin contraint éloigne le droit du patrimoine culturel de sa dimension collective pourtant intrinsèque, pour le ramener à un vis-à-vis entre l'État, puissance publique, qui au nom de l'intérêt général imposerait sa protection, et d'autre côté un propriétaire assujetti, avec tous les outils qui en découleraient, la servitude d'utilité publique, l'expropriation, etc. Il s'ensuit en tout cas une forme d'assèchement de la réflexion sur l'expression juridique du patrimoine culturel, par exemple autour de l'idée de patrimoine collectif sur lequel le public aurait des droits ou plus diffusément un pouvoir de contrôle. Ainsi, notre dernière grande loi, celle de 2016, Liberté de création, architecture et du patrimoine, est venue, sans changer le terme, renforcer une expression symbolique d'un certain déplacement vers le collectif en refusant une assimilation à une forme classique de propriété de la monarchie de Juillet. Je prends l'exemple de l'article 510-1 sur l'archéologie, qui vous parle de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. De la même manière, on peut le voir dans les archives, qui est un objet à part, et ce depuis longtemps, où on se fixe sur cette catégorie du producteur, indépendamment de la propriété, pour distinguer entre archives privées et archives publiques. Enfin, plus fondamentalement, et j'en finirai par là, l'introduction récente de l'article L1 d'un nouveau paragraphe précise que le patrimoine s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel. Et là, on se distant, on s'éloigne de la notion civiliste. Alors pour l'instant, cette idée de patrimoine culturel et matériel est pour un juriste un certain vœu pieux, mais vient exprimer un ressort collectif de lien aux choses d'intérêt culturel. En effet, on dépasse cette idée de biens, meubles, tangibles, d'intérêt d'art ou d'histoire. La méthode est minimaliste, on dit que ce patrimoine culturel immatériel s'entend des éléments de patrimoine, j'avance, au sens de l'article 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. Traditionnellement, le processus de patrimonialisation, y compris aux yeux du juge, passait par l'expertise savante qui se prononçait sur une propriété tangible, une valeur de l'œuvre au nom d'un intérêt. S'y substitue ici un autre mode d'avènement patrimonial fondé sur un acte de reconnaissance de paternité d'une communauté sur des biens par des pratiques en particulier. On introduit donc de la subjectivité dans la question patrimoniale et le patrimoine immatériel vient donc transformer en substance les modes de désignation du patrimoine, vient changer les modalités de sa protection et donc vient mettre à l'épreuve l'idée de patrimoine culturel et donc l'idée de code du patrimoine en général. Ainsi, quelles qu'en soient les imperfections et limites, l'introduction de cette référence au patrimoine immatériel vient faire exister juridiquement la notion et vient travailler la notion même de patrimoine au sens du présent code, qui est souvent impensée, vient questionner sa généalogie civiliste, faisant de, je cite toujours, la propriété culturelle d'intérêt culturel juridiquement protégé, une notion juridique de patrimoine en évolution et en interrogation, qui ne serait ni totalement s'affranchir des modèles de droit civil, mais en tout cas jamais totalement se fondre dans ces premiers. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Ronan. À nouveau, c'est nous qui vous remercions pour cette présentation, vous aussi très riche et néanmoins très claire, un peu rapide pour ceux qui, comme moi, tentent de prendre des notes, mais ça, c'est la beauté.